Bonjour et ravi de vous retrouver pour cette vidéo du week-end hebdomadaire donc consacrée à l'analyse des marchés. Faire un petit peu le tri des patates. Donc cette semaine, on avait la stat inflation, donc globalement on a eu du rebond technique. Ce qu'il fallait bien interpréter, c'était que on est sur un marché qui est à deux vitesses, c'est-à-dire que vous avez encore des valeurs value et des grosses caps qui arrivent à soutenir plus ou moins les indices. On est donc, si on regarde que ces valeurs-là, on se dit, ok, pour l'instant tout va bien, mais on a un petit peu peur, évidemment, puisque les indices n'ont pas des têtes très belles non plus. Et puis, si on regarde un petit peu dans le détail des autres valeurs, notamment les valeurs de croissance, les plus petites caps, etc., eh ben, depuis l'été dernier, voire depuis novembre, beaucoup de choses se sont accélérées. C'est pas que les petites caps. Depuis novembre, on a globalement la majorité des grosses caps aussi qui s'y sont mises. Bon, bref, le consensus s'y est mis et on a tiré un petit peu sur tout ce qui bougeait. Et on a, je veux dire, il y a des valeurs qui, en gros, cette année, sont très résilientes, voire qui continuent de performer, des valeurs plutôt value, accès énergie notamment, accès financière, des valeurs tourisme également qui se comportent plutôt pas mal. On a vu les airlines également cette semaine qui ont plutôt bien performé, donc on est en train de jouer un petit peu la fin, la fin du Covid. On a également rejoué les tankers, tout ce qui est fret maritime, etc. Et d'un autre côté, voilà, vous avez pas mal de valeurs qui sont à moins 20%, qui sont éventuellement voilà, des plus grosses caps, plus du côté croissance, et puis après, vous avez du moins 50, moins 80% sur les plus hauts, je parle. Et donc quand on va chercher des valeurs de croissance qui étaient en gros les anciennes coqueluches, mais qui en gros commencent déjà à ramer au niveau de la croissance alors que vous avez les meilleures conditions économiques et qui ne sont pas rentables. Et donc on se pose des questions évidemment dans un monde qui remonte les taux, dans un monde où la croissance à un moment donné va commencer à bloquer aussi. Évidemment, on se pose la question à un moment donné du financement de toutes ces entreprises-là. Et donc, quand elles vont commencer à manquer de financement, elles vont être obligées de réduire leurs dépenses. Ces dépenses-là, c'est ce qui leur permettait d'aller acheter de la croissance, et donc ça réduira leur croissance. Et ensuite, c'est le serpent qui se mord la queue. On a déjà vu ça dans les années 2000, de toute manière, et on avait fait une vidéo, je ne sais plus, il y a un bon mois là-dessus. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre bien en compte, c'est de bien comprendre que le marché a fait son tri, tout simplement. On en avait parlé, le marché est de plus en plus sélectif, et il continue de l'être. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'en gros, le marché a fait son tri, et revient pas sur les valeurs. Quand on voit des belles valeurs, entre guillemets, comme PayPal ou Etsy, etc., vous avez des rebonds techniques qui sont vraiment très petits, donc par rapport à la baisse qu'on a connue. Donc voilà, ça aussi, ça doit vous indiquer que voilà, les purges ne sont pas totalement faites, il y a de la construction qui doit avoir lieu. Et d'un autre côté, cette semaine, ce qui a été intéressant, c'est que si vous reprenez toutes les valeurs qui avaient pris des moins 50, moins 80% dans la figure, on a eu là par contre des rebonds en deux temps, fin janvier, début février, ça s'est fait en deux temps, et on a des rebonds plus intéressants qui se sont mis en place, du plus 20, plus 30, plus 40%, voire plus aussi sur certaines valeurs qui ont en plus rajouté une news par-dessus, donc on démontre qu'il y a quand même du cash sur les marchés, mais globalement, voilà, on est bel et bien dans des marchés de traders, et on est aujourd'hui voilà, dans un marché qui est très volatile, comme on en avait parlé, il fallait s'y attendre, un petit peu, c'est vraiment du trading, donc avec pas mal d'allers-retours. Et donc pour éviter de se faire balader, il y a deux choix à faire. Soit en effet, on est trader et donc on joue ces allers-retours-là. Il faut prendre en considération que c'est usant et qu'on ne peut pas faire ça tout le temps, mais qu'il y a il y a des périodes boursières où on peut le faire. Donc si en plus on a du temps, etc., ça peut apporter de la surperformance de cette manière-là. Ou alors, tout simplement, voilà, on sait très bien que il y a des mouvements comme ça qui vont se faire en zigzag, mais qui vont nous permettre de construire des figures. Et ces figures-là, soit on va les casser par le haut, ce qui va nous permettre de jouer des rebonds un petit peu plus durables, en mode soulagement, etc. Soit on va les casser par le bas, en mode on lance une nouvelle attaque baissière. Et donc là, évidemment, on se met pas devant le bulldozer. Donc c'est ça vraiment qui est important. Donc ça, voilà, ça c'est la physionomie du marché. Puis on a eu donc la stat inflation. Stat inflation qui est ressortie à 7,5% au lieu de 7,3%.
c'est pas vraiment important. On a vu en gros que le marché avait la capacité de digérer. Moi je pars du principe que le marché a toujours cette capacité de digérer tant que les choses arrivent graduellement. Ce qui fait peur au marché, c'est toujours la même chose, c'est le manque de visibilité, c'est l'incertitude. Et donc, à partir du moment où vous avez des membres de la Fed qui commencent à ouvrir leur bouche et qui vous expliquent qu'en gros, il va falloir se réunir d'urgence pour pouvoir augmenter les taux à 0,5 et qui seront à 1% d'ici juillet, eh ben, ça chamboule complètement le marché qui, lui, est parti et a intégré et a commencé à digérer et à pricer que les taux allaient monter, oui, potentiellement même de 0,5% en mars, mais qu'en gros, le 1%, on l'atteindrait d'ici la fin de l'année. Alors, vous avez pas mal d'analystes maintenant qui sont en train de pricer 6 ou 7 augmentations de taux. Et là, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que pour revenir sur tout ce qu'on s'est dit, je ne vais pas re-rentrer dans le détail, je vous laisse regarder les autres vidéos publiées ces 2 dernières semaines qui rentrent beaucoup plus dans le détail. C'est bien de comprendre ce qui est en train de se passer, c'est qu'en gros, pour moi, on voit très bien que l'inflation est en train d'impacter le moral du consommateur, donc ça impacte également les sondages, et on est dans des périodes électorales en Europe, mais également aux États-Unis, il y a les élections de mi-mandat. Et donc, évidemment, on dit, ouais, on va se battre contre l'inflation. La Fed est censée, et les banques centrales sont censées être indépendantes, mais bon, quand même. Donc, ce que l'on constate, c'est que, pour moi, et on en avait parlé l'an dernier, j'avais fait une vidéo en utilisant le mot temporaire, les banques centrales se tirent une balle dans le pied, parce que, comme les gouvernements, comme les variants Covid continuent, comme les gouvernements et les banques centrales continuent d'abreuver, et avec des chèques inflation, des trucs, des machins, tout ce qui est inflationniste, ben forcément que ça ne sera pas temporaire. Mais en même temps, c'est nous qui la créons nous-mêmes, cette inflation-là. Il y a une inflation, certes, de sortie de crise Covid, etc., mais il y a une inflation aussi qui est induite par des aides qui ont duré trop longtemps. Donc à partir de ce moment-là, on tire une balle dans le pied de la crédibilité des banques centrales, et c'est ça qui fait le plus mal actuellement sur les marchés, c'est que en plus maintenant, après avoir abandonné temporaire, après avoir abandonné transitoire, on donne l'impression de se presser dorénavant, parce qu'il y a une nouvelle réunion de la Fed, donc exceptionnelle, qui va avoir lieu lundi. On pense bien que ça va être pour certainement déjà monter les taux, mais on donne l'impression en gros de non-professionnalisme. Moi, ça me donne vraiment cette impression-là, de dire, en gros, on est en train de réagir de manière impulsive. Alors certes, il y a peut-être une pression politique derrière, etc., mais on voit qu'on est en train, en gros, de vraiment courir après la courbe. Or, on sait très bien que l'augmentation des taux, ça a un impact sur l'économie au bout de 9 mois, 12 mois, il y a une période de gestation. Alors ça va être très intéressant, parce que si jamais les banques centrales se mettent à avoir raison et qu'en effet il y a une grosse partie de cette inflation qui est transitoire, comme on peut le penser, et que en gros, grâce à Omicron, entre guillemets, on peut penser que voilà, on est en train de sortir de la crise Covid, on va petit à petit réouvrir totalement, désengorger les ports, désengorger les goulots d'étranglement, se rendre compte à un moment donné, évidemment, que l'inflation va commencer à résorber la croissance, et qu'on va se retrouver avec des surcapacités de part et d'autre qui ont dû s'adapter, et c'est ça et qui va nous impacter et réduire très sensiblement une grosse partie de l'inflation que nous connaissons, qui est aujourd'hui une inflation de pic, même si on voit qu'elle est toujours en croissance, cette inflation. À titre personnel, je crois qu'on est en train de construire le pic. Et on est sur de l'inflation, hein, on est sur de la macro, donc c'est pas du jour au lendemain que ça se change. Hein, d'une inflation de pic, ça peut commencer à s'aplatir, et ça va mettre des mois éventuellement à ce qu'on puisse pouvoir assurer que c'est une inflation de pic. Mais le marché, lui, il anticipe. Donc c'est ça qui est vraiment important de comprendre aujourd'hui, c'est de se dire, ce qui fait le plus mal, je pense, au marché, c'est la perte de crédibilité des banques centrales, notamment de la Fed, parce que on est revenu en arrière sur beaucoup de choses, alors que potentiellement la courbure de Lagarde, qui est de dire wait and see et il faut attendre, c'est potentiellement la bonne. Et en effet, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, la politique et la finance fonctionnent essentiellement sur du court terme, alors que la macro, il faut laisser du temps au temps. S'il fallait réagir, s'il fallait monter les taux en anticipation de cette inflation qui était comme un éléphant au milieu d'un couloir, quoi, il fallait réagir déjà il y a plusieurs mois pour faire en sorte que ça nous impacte
que ça nous impacte aujourd'hui. Alors évidemment, c'est plus facile à dire, à faire de mon fauteuil, je n'ai absolument pas les compétences pour, mais toujours est-il que voilà, là ça donne l'impression, pour moi ça me donne vraiment l'impression de précipitation, et potentiellement en montant les taux, même jusqu'à 1%, comme je vous ai dit, de 0 à 1%, ou de 0 à 0,5 et puis à 1% d'ici la fin d'année, ça ne donne pas l'impression d'être énorme. Mais c'est énorme. Hein, c'est un x5 à un x10 par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc certes, la politique reste accommodante, on reste dans une politique de taux bas, etc. Mais c'est quand même très énorme. Et c'est ce qui pousse le marché également à être très sélectif. C'est qu'aujourd'hui, le capital s'investissait sur tout et n'importe quoi. Et ça, c'est pas une mauvaise chose pour moi. En augmentant les taux, on va un petit peu rendre plus drastique le choix de sur quoi on investit, et il va falloir des taux de rentabilité un poil supérieurs quand même pour qu'on décide d'investir sur les projets. Donc tout ce qui est non rentable, etc., on voit tout de suite le marché, il n'a pas attendu. C'est là où c'est le plus intéressant, c'est qu'aujourd'hui où tout le monde vous parle d'inflation, où tout le monde vous parle de la hausse des taux, des trucs, des machins, ce qui est important de comprendre, c'est que le marché, lui, est toujours dans un biais d'anticipation. Donc là, c'est la même chose aujourd'hui. Là où tout le monde nous parle de l'inflation, de la hausse des taux, etc., le marché également, il va commencer petit à petit à ingurgiter ça et à jouer l'après. Et ce qu'il faut bien se dire, c'est que si on monte les taux en catastrophe maintenant, ils auront un impact économique potentiellement dans 9 mois, 12 mois. Et dans 9 mois, 12 mois, s'il n'y a pas d'autres variants, je croise les doigts, plus pour des raisons sanitaires que économiques, mais s'il n'y a pas d'autres variants, etc., ça sera le moment justement où on passera en mode désinflation parce qu'on commencera à résorber un petit peu toutes les surcapacités. Alors ça ne se passe pas du jour au lendemain, bien entendu, mais il faut bien comprendre que c'est transitoire. Transitoire, ça ne veut pas dire temporaire. Transitoire, ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans. Donc c'est bien ça qui est important de comprendre, que dans l'inflation, vous avez une part de cette inflation importante, 50-60% pour ma part, qui est du transitoire. Donc vos taux et vos hausses de taux vont commencer à vous impacter au même moment où justement votre économie commence à se normaliser aussi. Et c'est là où ça risque de blesser, c'est là où, comme dans la vidéo que je vous ai publiée hier, le marché risque de s'inquiéter à un moment donné plus d'un retour d'une croissance molle, ou d'une réduction, on va dire, d'une baisse de la croissance plus forte que anticipée, parce qu'on reste dans un monde croissant, plus que de l'inflation. Hein. Je dis, la hausse des taux, l'inflation, tant que c'est graduel, le marché est capable d'encaisser ça. Et on l'a vu par les secteurs d'activité dont on avait déjà parlé, qui vous protègent de ça. Mais dès qu'on rentre dans l'incertitude, dès qu'on commence à toucher la croissance, là, ces valeurs cycliques-là, elles pêcheront, elles aussi. Également, j'en reparlerai peut-être quand on sera sur l'or et sur l'argent, parce que là aussi on impacte, et sur l'euro-dollar, on a de gros impacts, parce que aujourd'hui, donc, la Fed donne l'impression d'être dans l'urgence, et la Banque Centrale Européenne, certes, elle a changé son discours, où on sent là aussi que potentiellement il va falloir faire quelque chose, mais en gros on continue d'essayer de gagner du temps. Eh bien, on a à nouveau ce différentiel, hein. Donc dans le rattrapage euro-dollar également, on sent que ça bouge pas mal sur les monnaies. Et ces monnaies-là sont très importantes. Pourquoi? Parce que ça impacte aussi les flux. Ça impacte notamment aujourd'hui, et ça va impacter tout l'argent qui vient du reste du monde et qui s'était investi sur les US, parce qu'en plus d'avoir les plus grosses boîtes et on va dire les liquidités, vous avez également une force du dollar. Mais si le dollar commence un petit peu à se résorber, qu'on reparle de faiblesse, etc., ben ça va être intéressant, parce qu'il y a potentiellement des encours qui vont revenir chercher les marchés domestiques européens, marchés domestiques japonais, pays émergents au sens large. Donc le dollar aura également un gros impact. Globalement, on répète et on synthétise ce qu'on a déjà dit dans différentes vidéos maintenant depuis plusieurs mois, mais voilà, c'est là où c'est important de comprendre que c'est un jeu d'échecs et qu'on avance pion par pion, et que si vous regardez les marchés au jour le jour, ça bouge énormément, mais ce qui est important, c'est d'essayer le week-end, par exemple, de prendre un petit peu de recul sur quelles sont les grandes tendances. Parce que c'est sur les grandes tendances que vous allez vraiment faire votre performance. Dans les mouvements erratiques au jour le jour, oui, pour un trader, c'est très intéressant, mais en gros, si à un moment donné, on est plus fatigué qu'un autre jour, etc., on peut très rapidement reperdre ce qu'on a gagné
surtout si on utilise du levier. Et ce qu'il faut, c'est essayer de prendre un petit peu de recul. Donc là, voilà, c'est dans ça qu'on est en train de rentrer, et pour moi, ce qui est important pour le marché, c'est une question de confiance. Et là, on va attendre lundi de savoir, ils se réunissent pour quoi faire, pour quoi décider, bien entendu. Mais pour moi, enfin, la Fed, malheureusement, est en train de continuer, alors que je trouvais qu'elle avait très bien géré hein, ces derniers mois en tenant une ligne directrice, etc. Euh, Elle s'est faite rattraper par, je dirais, les aides trop longues des gouvernements et à nouveau, je dirais, le variant Omicron qui fait qu'on n'a fait que repousser un petit peu plus loin. Et la problématique, c'est que plus on pousse, et plus votre inflation, qui est certes une inflation de pic, une inflation de sortie de crise, et une inflation devient une inflation autoréalisatrice parce que forcément vous allez, surtout dans des périodes électorales, etc., avoir à un moment donné un impact pour le pouvoir d'achat. Et donc si on commence à valider le pouvoir d'achat, vous commencez à avoir également des hausses de salaire. Et c'est là où votre inflation qui avait été construite politiquement, qui devait être temporaire, eh ben, ne le devient plus parce que c'est une inflation qui devient trop importante pendant trop longtemps parce que vous continuez d'avoir des aides et d'avoir une politique accommodante, donc vous réagissez trop tard et ça enclenche par tout un tas de raisons, de raisons politiques, de pouvoir d'achat, etc. Ça va être le maître mot, hein, si vous voulez gagner. Là, les élections présidentielles, c'est parti, hein, c'est pouvoir d'achat. Hein. Donc à partir de ce moment-là, ça va être que ça, et si ça impacte et que ça devient des hausses de salaire, et je ne parle pas seulement des hausses de salaire de bas salaire, hein, c'est vraiment que ça commence à impacter également des salaires de cadres, et j'ai déjà des retours hein, de pas mal de connaissances, justement, que c'est déjà le cas aujourd'hui. Bah, là, on commence à avoir, certes, une partie de notre inflation qui va être résorbée parce que c'est une inflation de sortie de crise, et c'est une inflation de sous-capacité, et de surdemande pendant un laps de temps de réouverture, mais on a une inflation durable qui, elle, est beaucoup plus importante, c'est-à-dire on ne revient pas à l'inflation qu'on connaissait avant la crise Covid, parce qu'on aura auto-alimenté justement ce phénomène d'inflation. Donc, bon, je pars du principe que sur les 7%, alors on va prendre aux États-Unis, après les États-Unis sont un petit peu différents et sont déjà en avance sur nous, donc c'est pour ça aussi que la Fed doit réagir beaucoup plus rapidement que l'Europe. L'Europe a potentiellement encore un petit peu de temps avant que la lame de fond se mette réellement en marche, mais globalement ils devront suivre. Et ce qui va être intéressant, voilà, c'est de se dire, sur 7% d'inflation, en gros, vous en avez 3 où c'est en train de devenir de l'inflation un petit peu durable. Et le reste, c'est de l'inflation qu'on devrait pouvoir résorber dans l'année à venir, puisque c'est de l'inflation dans le cadre évidemment qu'on n'a pas de nouveaux variants et de choses qui continuent en gros à nous bloquer et à ne faire que repousser un petit peu tous ces éléments-là, ce qui ne ferait que renforcer la partie durable hein, de l'inflation. Voilà, je referme la parenthèse, c'était des choses, de toute façon, globalement, on en avait déjà parlé. Donc ce qui va nous intéresser graphiquement parlant, c'est le taux à 10 ans. Le taux à 10 ans américain, il est passé à 2%. Donc c'est symbolique, évidemment. Pour moi, ça ne change rien dans le fait que 2%, même jusqu'à 2,5%, vous êtes toujours dans une prime de marché où les actions sont prioritaires. Donc certes, il y a de nombreux arbitrages au sein du marché actions, et on voit en plébiscite toujours des valeurs value, etc. Des rebonds techniques, on joue des rebonds techniques au prorata sur les valeurs de croissance pour l'instant, mais vous n'avez pas des retournements tangibles qui se mettent vraiment en place. Mais en gros, 2,5%, on a toujours une prime de marché pour le marché action qui fait qu'on est toujours dans le mode TINA, c'est-à-dire que les obligations ne revêtent pas, surtout avec l'inflation que nous connaissons et donc des taux réels négatifs, ne revêtent pas un intérêt encore pour les portefeuilles, c'est-à-dire de sortir de l'argent des marchés actions pour aller le mettre sur le marché obligataire, ce qui évidemment serait pas top pour le marché action, puisque il faut rappeler qu'au-delà de la macro, au-delà de la micro, c'est une question de flux. D'ailleurs, ce qui est très important de rappeler également, c'est qu'on a vu pendant des années, on a cessé de concentrer les portefeuilles dans les mêmes valeurs. On voit qu'on a eu des flux records entrants sur fin d'année 2021 et tout le début d'année 2022, et tout de suite, là, on commence à avoir des retraits.
Et ces retraits-là, on voit tout de suite les impacts que cela peut faire, alors sur couvert et prétexte de résultats moins bons qu'attendus, ce que vous voulez, mais on a quand même des valeurs, je regarde comme PayPal, qui étaient à 300 dollars, et dans l'espace de 3 mois, vous passez à 100 dollars. Donc c'est ça aussi qui est important de comprendre, cette histoire de flux, et de ne pas négliger justement ces flux, quand on rentre dans des périodes d'incertitude, où certes, on a toujours énormément d'épargne, certes, il y a toujours l'assurance vie qui rapporte pas grand-chose, avec l'inflation en plus, vous êtes en taux réel négatif, donc vous êtes obligé, si vous ne voulez pas perdre de pouvoir d'achat sur vos investissements, de faire de plus en plus de lignes de compte, et d'unités de compte, pardon. Donc ça, tout ça, c'est des flux éventuels qui continuent de rentrer sur les marchés, mais voilà, il ne faut pas omettre également que on sort petit à petit de cette crise, les gens retournent travailler et on a cette inflation qui commence à devenir un problème. Là où encore l'année dernière, toutes les valeurs avaient du pricing power parce que finalement les gens avaient cette sensation de richesse, entre guillemets, et quand je dis les gens, c'est également les entreprises, avaient cette sensation de richesse de sortir de la crise plus riches que ce qu'ils étaient, avec les différentes aides, etc. Et donc, ne regardez pas trop la hausse des prix et acceptez de payer une hausse des prix. Ce qui fait que toutes les entreprises avaient un pricing power et étaient capables de passer dans leurs prix finaux au client final leur hausse de prix. Mais là, maintenant, on va commencer à attaquer la période où ce n'est plus possible, où les gens, les entreprises regardent la hausse des prix, où les marges commencent et vont commencer à être tronquées. On rentre là-dedans, on rentre dans l'après-crise et dans le moment de réouverture, l'après-réouverture, justement, on est plus à la fin. Donc c'est ça vraiment qui est important, et pour moi, c'est justement le moment où il ne faut pas surréagir, et les banques centrales me donnent cette impression-là. Alors après, bien entendu, on verra, et on analysera ça au fur et à mesure, mais je pense que c'était un point essentiel pour la vidéo d'aujourd'hui à comprendre. Voilà, donc on revient un petit peu sur nos taux, ça a lâché, donc de toute façon ça a lâché depuis un petit moment, hein. Hop, si je trace ça à droit, donc ça lâche, et en fait, ce que vous voyez évidemment, le marché avait pas mal digéré, hein, c'est comme l'an dernier de toute façon, on avait pris un pet ici, puis après le marché digère, et on reprend un pet ici. Donc là l'idée c'est qu'on est en train d'arriver sur des zones de support, donc on va voir un petit peu si cette zone permet un petit peu de rebondir, mais bon globalement le mal est fait, hein. On reste dans une tendance qui continue à être dégradée et il faudra certainement plusieurs semaines maintenant avant de commencer à pouvoir construire, outre des rebonds techniques éphémères, avant de commencer à construire quelque chose qui peut nous permettre de dire ok, on reconstruit éventuellement une détente au niveau des taux. Pour l'instant, donc, on va éviter d'anticiper cela. Juste le fait que, éventuellement, en effet, on peut se détendre à très court terme sur des rebonds de très court terme, mais la tendance est quand même bien amochée. Et vous le voyez de la même manière, ce qu'on avait fait l'année dernière, vous avez besoin de faire du rebond technique, etc., qui est contrecarré, jusqu'au moment où on arrive petit à petit à construire quelque chose. Et là, derrière, c'est soit vous cassez par le haut, et en effet, on joue la détente un petit peu sur du moyen terme, soit vous recassez par le bas et vous relancez l'attaque baissière, et donc la hausse des taux, et évidemment, ça fait pas du tout plaisir aux valeurs value. Mais comme je vous l'ai dit, il faut faire aux valeurs de croissance, plus. Mais comme je vous l'ai dit, si les valeurs de croissance se font un petit peu trop taper en mode sell-off, etc., ça impacte nécessairement aussi vos valeurs value. Et puis il faudra faire attention, peut-être pas tout de suite, mais à l'avenir, cette croissance finira par revenir, ce point sur la croissance finira par revenir sur les marchés. Et il ne faut pas omettre aujourd'hui que ce qui est le plus intéressant pour moi, c'est que quand vous regardez la Banque centrale de Chine, par exemple, eux, ils sont en train d'injecter. Alors que nous, on est en train éventuellement de freiner des quatre fers, enfin nous, les US, en Europe, on est plutôt en mode on temporise, on attend de voir. On voit bien un petit peu tout ce qu'il y a, c'est très, on freine des deux pieds aux US, on fait rien en Europe, et même si ça risque de changer ces prochaines semaines, et en Chine, on continue d'injecter. Donc c'est ça aussi qui va être très intéressant, c'est que l'ensemble des banques centrales, et puis vous avez les banques centrales, je ne parle pas des banques centrales russes, d'Angleterre, etc., qui sont déjà, eux, dans du tapering et dans des remontées de taux, qui sont déjà en cours, hein. Et puis les pays nordiques également aussi. Donc ça, voilà, c'est ça qui est le plus intéressant maintenant, et ça va impacter les monnaies.
Et c'est là où beaucoup de choses vont se jouer, c'est justement sur les évolutions des monnaies entre elles. Et ça c'est une question qui peut impacter les flux également. Donc voilà un petit peu où on en est sur ces niveaux-là. Au niveau du Brent, globalement, c'est toujours haussier. Alors, il y a toujours des tensions en Russie, Russie-Ukraine. De toute façon, ça continue. C'est de la négo, hein. Donc, on continue de négocier. Et puis, chacun essaye de tirer un petit peu la couverture à soi pour une question de sondage également. Ça fait penser l'opinion publique à autre chose qu'à son plein de gasoil. Toujours est-il que voilà, on voit qu'on parle à un moment donné de dire ok, il y a le deal Iran qui risque de revenir sur la table. Il y a également l'augmentation de production des pays de l'OPEP, etc. Et donc voilà, au fur et à mesure aussi, on va commencer à remettre énormément de capacités, ce qui devrait résorber quand même, ou en tout cas calmer le jeu. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ça reste très haussier. Et il faudra, vous le voyez, lâcher un petit peu les 89-88 dollars pour éventuellement commencer à revenir chercher des supports et commencer de parler d'une consolidation. Et ça va être très important, évidemment, puisqu'on n'en parle pas trop, en tout cas, bien entendu, c'est logique, mais dans le pouvoir d'achat, ça a un énorme poids, et si vous faites baisser le pétrole, bah déjà, ça réduit le côté inflation perçue par le consommateur, et donc le votant, l'électeur, ça le réduit par beaucoup. Donc, on continue, on va faire le CAC 40. Sur le CAC 40, pour l'instant, je dis, on est globalement la tête au-dessus de l'eau, mais voilà, il faut rester méfiant. On voit cette semaine, on a bloqué sous une oblique résistance. On revient chercher une oblique support qu'on arrive à tenir pour l'instant, mais le rebond n'est pas forcément franc du collier. Donc pour moi, c'était ce dont on avait parlé. Je vous avais initié pour moi le terme d'usure, de fatigue, qui est pour moi très important à comprendre en anticipation justement de ce type de mouvement-là, et de bien comprendre que jusqu'à présent, voilà, on se dit, bah, les acheteurs, à chaque fois qu'il y a une baisse, ils sont là quand même et ils achètent. Donc ça veut dire, voilà, c'est un signe de force. Oui, mais attention, ces acheteurs-là, en effet, ils sont là à chaque fois et ils achètent, mais les coûts de butoir sont quand même de plus en plus restreints et de moins en moins espacés dans le temps. Et les acheteurs, ce que l'on ressent, c'est que certes, ils achètent, mais ils ont de moins en moins la capacité de relancer quand même. Et ils se font contrecarrer de plus en plus facilement par les vendeurs. Donc moi, je ne l'interpréterai pas comme un signe de force, dans le sens où à chaque baisse, on a des acheteurs, mais plutôt comme un signe d'usure, où certes, j'ai des acheteurs, mais j'ai l'impression qu'ils perdent de la force. Donc il faut faire attention, c'est qu'à un moment donné, il y aura un coup de butoir, et s'il n'y a pas suffisamment de force, il va falloir se replier sur la ligne de protection inférieure. Et donc là, si on commence à lâcher cette zone des 6690, pour moi déjà en lâchant la zone des 7050-7030, on se met dans cette zone de fragilité. Derrière, on valide cette fragilité si on lâche les 6990. Alors après, il y a toujours pas mal de supports, donc c'est quand même une zone de support importante, jusqu'à la zone voilà, des 6008, 6840 points, voire même derrière jusqu'à la zone de la moyenne mobile 200 qui va se jumeler non loin de l'ancien bas qu'on avait connu aux alentours des 6008, 6750. Donc en toute cette zone-là, il y a des supports, mais il ne faut pas négliger que on sera dans du zigzag, dans un mode zigzag, en attendant d'avoir des directions plus claires. Donc tant qu'on est là-dedans, voilà, c'est du mode trading. Alors après, si on est très sélectif, il y a encore des valeurs qui sont dans des belles tendances, mais globalement, de plus en plus, voilà, c'est essentiellement du trading. Donc un petit peu de méfiance, je dirais, si on commence à lâcher ça par le bas, ne pas omettre, voilà, il y aura un bon support là-dessus, mais ne pas omettre pour une raison X ou Y, si on lâche cette zone-là, c'est la prochaine, hein, aux alentours des 6006, 6007, 6660 pour moi c'est un bon morceau qui me plairait bien, mais en gros 6006, 6660, ça serait un autre gros morceau. Alors parlons pas de malheur pour l'instant, bien entendu, pour l'instant la configuration tient à ce stade-là, mais j'y trouve une certaine fragilité. Donc en gros, même si on est dans un monde inflationniste et que tout le monde vous dit de ne pas avoir de cash, à court terme, à ce stade-là, je garderai quand même une poche de cash. On parle sur du court terme, parce que je préfère attendre de voir.
Il faudra donc remonter au-dessus des 7050, 7070 points pour se remettre dans le haut du panier de la figure et tenter d'en sortir par le haut. Ce n'est que la sortie par le haut de cette zone des 7200 points qui permettra éventuellement de se dire, ok, on peut tenter à un moment donné d'aller refermer un gap ici qu'on ne voit pas en journalier, en se disant, on va chercher des anciens plus hauts, et pour ça, vous aurez besoin non seulement des valeurs value, mais vous aurez besoin des valeurs de croissance, et surtout les valeurs de croissance, notamment les valeurs du luxe au sein du CAC 40, qui auront besoin de relancer. Or, elle fatigue plutôt pas mal. Hermès a complètement lâché, et si je regarde LVMH, elle démontre elle n'a pas encore lâché, mais elle démontre la même faiblesse un petit peu que le CAC 40. Donc à ce stade-là, pour moi, certes, on est toujours dans une tendance haussière de fond, mais avec une fragilité et donc une certaine prudence qui doit être renouvelée à mon avis. Au niveau du Nasdaq, c'est la même idée. Vous avez une oblique ici descendante qui a joué son rôle de résistance. Alors vous le voyez, on a eu une très bonne réaction sur la zone des 13008, 13009. On est revenu chercher en rebond les 15002. On est venu reconsolider ici sur cette zone et on a retenté le rebond. Et puis la stat inflation qui a été bien digérée au début. Ensuite, le discours d'un membre de la Fed, beaucoup moins, nous a fait bloquer sur cette zone. Donc il ne faut pas négliger, et on en avait parlé, que le rebond, tout aussi beau soit-il, et on avait eu de très bons prorata, ce n'était qu'un retracement de 50% de la baisse à ce stade-là, qui ne remettait absolument pas en cause la dégradation du Nasdaq. Et donc cette dégradation-là ne fait que se valider au sein de cette semaine, et on risque de la confirmer, vous le voyez, on est revenu chercher en dessous des 14 700, donc on valide la faiblesse, et là on est en train de venir chercher une oblique support. Donc il va falloir se méfier, si on lâche ces 14 500, et il y a un dernier morceau à 14 440, si on lâche ça, il y a une volonté du marché de revenir aller chercher éventuellement une oblique ascendante. Et alors après, éventuellement, de se dire, ok, on est en train de construire une espèce de zigzag à l'intérieur d'un triangle symétrique. Mais il faudra donc le valider cette figure-là en rebondissant dans la zone des 14 000 points, aux alentours de la zone des 14 000 points, et tentant le rebond. Et en gros, vous aurez une médiane qui sera aux alentours des 14 500. Et tant que vous serez en dessous de cette médiane, il faudra rester prudent qu'on ne finisse pas par casser les anciens plus bas et donc d'aller chercher une nouvelle jambe baissière, ou au contraire de revenir au-dessus des 14 500 et de se remettre à tenter éventuellement la cassure de l'oblique. Mais là, il faudra quand même que les banques centrales, notamment, donnent de la visibilité sur leur hausse de taux, parce que sinon, on le voit, le marché, il est en train de pricer un petit peu 6-7 hausses de taux, et le fait que la Fed est en train de courir comme des lapins après la courbe des taux, et en gros on perd confiance. Donc, à ne pas négliger, on est en train de jouer avec le feu. Si ici on lâche, pour moi, je partirais du principe que le rebond qu'on a fait ici est terminé et qu'on rentre dans une zone un petit peu de fragilité également, où il va falloir encore s'attendre à pas mal de volatilité avant de décider de la suite. Si on regarde maintenant l'or, on voit, alors je continue d'avoir les mêmes messages, c'est de dire l'or ne protège pas de l'inflation. Oui, mais alors ce qui est très important, c'est d'une part de regarder le dollar, mais ce qui est très important de comprendre aussi, c'est si les banques centrales, une des raisons de la montée de l'or, c'est la défiance vis-à-vis de l'endettement. Et la défiance vis-à-vis, donc, pour soutenir cet endettement, d'avoir une politique très accommodante et donc de continuer de balancer de l'argent. Donc c'est ça surtout, au-delà de l'inflation, c'est ça surtout quelque part le hedge de l'or. Donc ce qu'il faut bien se dire, c'est que à chaque fois ici que vous avez eu des tentatives de sortir par le haut et qu'elles ont été annihilées, c'est justement parce que à chaque fois, les banques centrales ont démontré qu'elles étaient de plus en plus faucon, hawkish, c'est-à-dire resserrement monétaire. Donc à chaque fois, ce que l'on a ici, c'est
En gros, l'or qui ne part pas parce qu'on est en train de dire que les banques centrales vont commencer plutôt à resserrer et donc à moins brasser de l'argent, etc. Bien entendu, à un moment donné, le marché va savoir faire la part des choses et va savoir comprendre qu'on a beau parler de resserrement monétaire, d'augmentation des taux, etc. On, on reste quand même dans des politiques qui vont rester très accommodantes. Et on ne peut pas retirer les petits trous arrière comme ça de l'économie du jour au lendemain. Donc certes, ça crée énormément de volatilité parce que proportionnellement, c'est quand même un impact et un changement de paradigme. Mais pour autant, voilà, il faut également, le marché saura faire la part des choses. À un moment donné, ça prendra peut-être encore quelques semaines. Donc au niveau de l'or, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est que le marché digère ça aussi. Digère le fait que les banques centrales vont être faucons, mais éventuellement, si les banques centrales sont moins faucons et qu'on réalise justement qu'on va rester dans des politiques très accommodantes et que, en gros, leur marge de manœuvre est quand même très fine, c'est là où on peut avoir un hedge qui se fait à nouveau sur les matières précieuses. Donc l'or à regarder, on n'est pas loin de la cassure haussière à nouveau, donc avec les minières. Et l'argent, pour l'instant, voilà, c'est toujours pas fait, il faudra casser les 24,50 $, mais on commence à se remettre au-dessus de la médiane et à avoir une congestion intéressante qui se met en place. Il va falloir confirmer, rien n'est fait, mais ça fait partie des choses qu'il va falloir regarder. Quand on regarde l'euro-dollar, c'est la même idée. À partir du moment où la Banque Centrale Européenne commence à dire bon, peut-être qu'il va falloir qu'on se bouge, nous aussi, et qu'on passe en mode tapering, eh ben, c'est là où, en gros, le déséquilibre qu'il y avait jusqu'à ce stade entre ce qu'on pensait que la Fed allait faire et ce qu'on pensait que la Banque Centrale allait faire, c'est-à-dire rien, eh ben, hop, ça se rechange. C'est-à-dire que la Banque Centrale Européenne, on pense qu'elle ne va pas faire rien. Par contre, ce qui peut changer, c'est éventuellement si la Banque Centrale américaine fait plus et dans un laps de temps plus court que ce que l'on croyait, là on peut retrouver de la force du dollar par rapport à l'euro. Je parle ici par rapport à l'euro. Donc ce que l'on a aujourd'hui, c'est justement le retour de flamme et le rebond de l'euro par rapport au fait que Lagarde, poussée également certainement par les politiques, etc., a arrêté de dire qu'en gros l'inflation était transitoire, temporaire, et qu'on allait, on allait justement ne rien faire. Et attendre patiemment, là on a commencé à plus utiliser les mots. Alors ça suffit pour le marché pour extrapoler qu'un petit changement de paradigme est en train de se réaliser. Donc là ce que l'on va regarder, c'est on voit bien, pour l'instant on ne peut pas parler encore de retournement haussier de l'euro et donc de faiblesse entre guillemets du dollar, mais on a eu un très bon rebond ici. Éventuellement on peut revenir sur la zone des 1,13 mais qui servira de support. Et ce qui va nous intéresser derrière, c'est de savoir est-ce qu'on recasse par le bas. Ça dépendra des différentes décisions et donc on retrouve un scénario de force du dollar, ou au contraire, on arrive à en sortir par le haut, à aller chercher la zone des 1,15, 1,16 en résistance. Et à ce moment-là, bon, il vaut mieux pas avoir trop de valeurs américaines en portefeuille et éventuellement, ça peut donc pousser quelques flux qui sont un petit peu trop chargés en valeurs américaines et le dollar n'est pas leur monnaie domestique, etc., de éventuellement revenir basculer, racheter quelques valeurs value plus européennes ou japonaises, etc., et pays émergents dans cette zone-là. Donc ça va être très intéressant également. Mais voilà, ça c'est un mouvement pour l'instant à court terme qui demande à être confirmé. La tendance à moyen terme reste une tendance baissière sur l'euro, donc le dollar reste fort, mais on a éventuellement la mise en place d'un retournement qui reste encore à valider. Allez, on va passer aux actions. Hop, on va commencer par ADP, donc qui continue de bien fonctionner. Globalement, les actions tourisme fonctionnent très bien, donc on continue de jouer la réouverture, Omicron, la lumière au bout du tunnel, donc on a breaké, on voit, sur ADP. Donc vous voyez, si on est très sélectif, on n'est pas inquiet globalement, on continue d'avoir de belles tendances haussières. Donc là, ce qui va nous intéresser, alors il peut toujours y avoir un petit pullback évidemment avant de relancer. Ce qui va nous intéresser, vous voyez, alors on a refermé ce gap ici. Ce qui va nous intéresser, c'est le prochain. Ce gap aux alentours des 140, 138, 140 euros. C'est ça qui va nous intéresser. Mais globalement, on a une belle tendance haussière. Donc voilà, c'est des valeurs fortes dans des indices et des périodes d'incertitude. Globalement,
C'est ça qui doit vous intéresser. Là aussi, c'est assez intéressant, c'est la force d'Air France. Mais c'est la même chose, hein, on est pas mal revenu sur tout ce qui était TripAdvisor, les agences de voyage, les airlines également aux US. Et donc en France, on a Air France qui performe plutôt pas mal. Alors, en épée de Damoclès, il y a toujours cette augmentation de capital qui doit se faire. On ne sait pas trop à quel prix, c'est ça la problématique. Mais bon, globalement, on a une belle congestion qui est en train de sortir par le haut. Il faudra encore valider un dernier endroit, un dernier break, on va dire, sur cette zone des 4,60 € pour valider le retournement, mais on a une bonne typologie. Apple, c'est là où le bas commence un petit peu à blesser. C'est que pour l'instant, donc Apple tient un petit peu les indices à lui tout seul, entre guillemets, notamment le Nasdaq. Là où ça va devenir un petit peu plus compliqué, c'est si on repasse en dessous, vous voyez, de cette zone des 170 $, on peut faire un petit pullback, etc. et on peut revenir sur cette zone. Là, globalement, le scénario où je vous ai dit, voilà, on commence à fragiliser les choses, Apple vous sert d'indicateur. Si jamais Apple commence à passer sous les 170 $, et confirme sous les 165, voilà, il ne va pas falloir s'attendre à des merveilles sur le Nasdaq par exemple. Il va falloir rester un petit peu vigilant sur la volatilité. Au niveau de ArcelorMittal, là aussi il y a pas mal de volatilité, vous voyez, on fait pas mal le zigzag, les résultats étaient bons, ils ont été vendus, puis ils ont été achetés, et globalement on est en train, vous le voyez, de rester un petit peu balle au centre. Donc c'est là aussi où on commence à voir pas mal de valeurs entre guillemets value qui également construisent très lentement dans des figures, hein. On reste un petit peu toujours dans un mode balle au centre. Là on voit en gros avec les 27,50 €, on va rester balle au centre. Si on commence à repasser en dessous, on recommence à affaiblir la chose. Atos, c'est une tendance baissière, mais on arrive au bout d'un biseau descendant. On a eu une bonne réaction hier sur la mauvaise news avec la mèche basse que l'on fait ici. On a bien confirmé justement cette amélioration aujourd'hui. Et ce qui va nous intéresser maintenant, ça reste une tendance baissière, ça va être la capacité, vous le voyez, de casser cette zone des 35 € et in fine d'aller refermer ce gap, puisque il y aura un autre morceau à repasser. Bref, c'est un début de mieux, c'est déjà pas mal. BU Semiconducteur, donc au niveau de tout ce qui est semi-conducteur, etc., on voit là aussi qu'il y a énormément de flux et donc d'arbitrage qui sont faits, donc on voit que c'est très erratique, les mouvements très puissants également, mais là voilà, ça commence à se calmer, on commence à congestionner, donc la méfiance commence quand on va commencer à sortir par le bas. Alors, si vous prenez quelques plus petites valeurs comme XFAB, etc., ça y est, on a déjà acté les sorties par le bas. La BE semi-conducteur, pas encore, mais en gros, sur les semi-conducteurs, on voit de plus en plus de valeurs qui commencent à congestionner comme ça, et si on en sort par le bas, ça acte vos mises en place de correction. Biocarp continue son petit bonhomme de chemin depuis qu'on a fait le break. Au niveau de Carbio, c'est toujours la même chose, ça reste un petit peu dans les starting blocks, mais c'est toujours un débordement de la zone des 42 € qui peut vous donner un signal. Au niveau de Carrefour, on est revenu chercher l'ancien niveau de résistance ici qui avait servi de support pour éventuellement tenter de relancer sur une valeur qui peut être vue comme défensive. Donc là, voilà, c'est ça qui va nous intéresser pour revenir au-dessus des 17,50 € pour essayer de rejouer un petit peu un côté défensif là-dessus. CGG se porte bien, il y a Valorec aussi, vous avez les valeurs énergie de toute façon d'une manière générale, se portent très bien. CGG fait pas mal de zigzags à l'intérieur de cette figure, là éventuellement on est en train de retenter d'aller chercher l'oblique, on verra si on passe ou pas, ou si le zigzag continue un petit peu dans cette figure, mais en tout cas c'est une congestion moyen terme qui reste positive. Au niveau de Claranova, on tente du rebond, mais pour moi, voilà, c'est en gros, on commence à construire des figures petit à petit. Sur les valeurs de croissance, je dirais qu'on a essentiellement des biseaux descendants. Voilà, et qu'il va falloir attendre, hein. Ne pas omettre qu'un biseau descendant, ça peut être cassé par le bas aussi, donc vous créez une nouvelle jambe baissière, hein. Donc ça, faut pas l'oublier. Mais globalement, ce qu'on aimerait voir sur un titre comme Claranova, c'est un truc comme ça, avant de commencer à se dire, ok, je peux y rentrer éventuellement avec un peu plus de sécurité, sinon, voilà, ça demande encore de la construction et probablement un petit peu de zigzag. Mais donc du coup, ça se regarde, parce que petit à petit, dans ce zigzag-là, vous avez les figures qui se construisent. Au niveau des financières, donc des bancaires notamment, ça continue d'être propre, hein.
Mais là aussi, voilà, on va commencer à un moment donné à faire des consolidations par rapport aux hausses. Ici, on voit, on est en train de commencer à évoluer dans un biseau descendant, mais rien de bien méchant, c'est haussier point barre. Dolphin, alors c'est très spéculatif, c'est toujours le même truc sur Dolphin, on attend éventuellement un débordement de cette zone des 40-41 centimes d'euros pour avoir une spéculation éventuelle, mais bon, c'est pour amateurs de spéculation. NJ, ça continue d'être très positif, on continue d'être très propre à ce stade. On n'est pas, voilà, faut pas omettre sur ces valeurs qui sont défensives et qui performent bien, faut pas omettre également que éventuellement, elles peuvent revenir consolider sans pour autant remettre en cause leur tendance de fond. Donc il va falloir accepter éventuellement là aussi des retours de flamme entre guillemets sur ces valeurs comme Eramé, etc., qui sont vraiment en train de prendre la tangente et le côté exponentiel dorénavant. Donc il faudra accepter à un moment donné ou à un autre un prorata sans remettre en cause la tendance de fond. Donc là aussi on voit Eramé c'est très propre. Donc en gros on voit on a quelques valeurs maintenant qui performent très bien et qui continuent d'attirer les flux parce que on a de moins en moins en gros d'offres de valeurs qui ont encore de belles tendances et on a toujours des liquidités et des demandes fortes. Donc c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui des valeurs vraiment partir en mode exponentiel. Xcare par contre, les valeurs de croissance que l'on constate, c'est que mis à part des rebonds techniques qui ont été très faibles par rapport à la baisse que nous avons connue, donc c'est un signal de faiblesse supplémentaire, continue donc d'évoluer petit à petit. Je commence à valider voilà, les biseaux descendants. Donc pour Xcare, c'est la même chose. Alors voilà, il ne faut pas omettre là aussi que ça peut toujours casser par le bas et que c'est peut-être pas ce que le marché a envie de voir. Le marché a envie de voir peut-être autre chose globalement et on le tracera plus tard quand on aura plus de chandeliers. Mais à ce stade-là, je le verrai comme ceci. Et donc, je suis en attente sur les prochaines séances de voir la capacité des valeurs de croissance d'avoir une réaction. Tant que ce n'est pas le cas, de toute façon, on n'est pas en achat, on n'est pas en accumulation encore sur ces positions-là, parce que on est dans le sens contraire du vent. Le marché est extrêmement revenu très rapidement sur les valeurs de tanker. Alors on pouvait être surpris justement que ces valeurs tanker n'étaient pas si publicitées que ça par le marché, alors qu'on sait très bien que ça fonctionne très bien en ce moment. Mais le marché a fini par y revenir très rapidement donc sur ces dernières semaines. Et on a l'exemple notamment sur Euronav qui a fait un mode ligne droite en gros entre les 7,20 € et les 9 € dorénavant. Alors on commence à arriver sur une première zone de résistance, mais éventuellement on peut continuer là à s'ouvrir la zone des 9,50 €. Ce qui sera intéressant, c'est de voir la temporisation, mais voilà, globalement, on va commencer à acter là aussi un nouveau retournement haussier. On avait fait, de toute façon, vous voyez, Euronav sur le passé, en gros, après des mois de faire du zigzag, etc., on voit que là, on est beaucoup plus sur un marché qui est on-off. Et ça, on le retrouve sur beaucoup de choses. Au niveau des minières aurifères notamment, on voit que, alors il y a différentes tendances. Quand on regarde, il y a Goldfields, je trouve qu'il y a une bonne tendance. Il y a quelques minières qui ont vraiment de belles tendances, mais si je prends Harmony Gold, qui a à peu près la tendance globale du marché, c'est encore assez neutre. Mais ça se regarde. Ça se regarde surtout si on va commencer à repasser au-dessus les 3,80 $, 4 $. Et puis surtout, le jour où on cassera les 4,20 $, on aura vraiment une validation d'un retournement de ces minières qui pourront être à ce moment-là prises en suivi de tendance et en mode hedging. Donc ça se regarde, mais pour l'instant, voilà, c'est pas encore acté. Hermès, vous voyez, voilà, tous les rebonds. C'est là où c'est le plus intéressant, c'est qu'en gros, tout le monde vous a expliqué les rouleaux compresseurs et que ces valeurs étaient adorées. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir la vitesse à laquelle le changement de paradigme se fait, le changement de mentalité se fait. Donc, quand vous avez toujours une tendance qui est bien haussière et un momentum, si vous avez des actions qui baissent au prorata de 20-30%, elles sont achetées très rapidement, vous avez les rebonds qui sont très rapidement et très forts. Et ce qui acte le changement de paradigme, vous voyez par exemple, ici c'est un bon exemple. Ici pareil, vous avez quand même des consos de 10, 15, 20%, et tout de suite le marché réagit. Là, ce qui change le paradigme, c'est que vous voyez, vous avez quand même des corrections aujourd'hui de plus de 500 €. Et pour autant, les rebonds, à chaque fois, ont été très limités. Donc on est sur des petits rebonds, donc on acte bien, en gros, que le marché, voilà, il n'apprécie pas. Voilà, là aussi, j'avais une idée à un moment donné de biseau, on le casse aujourd'hui, donc je vais essayer de voir si cette oblique-là fonctionne. Voilà, je ne joue pas aux devinettes, je construis des hypothèses de travail et j'attends que le marché me les valide. Et après, je vais construire mes plans sur cette base-là, une fois que le marché m'a validé un repère. Et donc là, clairement, c'est là où on en est. Une réaction, il y en aura une à un moment donné sur Hermès, mais voilà, il ne sert à rien de courir.
Et on peut toujours voir par rapport à la hausse précédente la chute de Hermès comme une opportunité, mais voilà, il ne faut pas omettre le côté timing également, qui est très important. Imerys continue d'être très propre aussi. Ça continue d'être positif. Vous pouvez utiliser la moyenne mobile 20 jours en support. Si ça lâche, on reviendra consolider certainement sur la zone des 39 euros. Mais en gros, voilà, ça fait partie des valeurs value, des minières qui se retournent bien. Les valeurs santé également se retournent très bien. Vous aviez Sanofi dont on parlait souvent. Il y a Ipsen aujourd'hui qui valide également un break. Donc vous avez une bonne défense également de fin de cycle, hein. Le marché est en train de jouer les fins de cycle, hein, télécom, métaux, enfin il joue milieu de cycle, fin de cycle un petit peu, et je sais plus, et healthcare. Au niveau de Carling, ça se regarde toujours, ça reste une petite cap, donc c'est pas mal volatile, ça bouge. On est en train de revenir là sur une zone de soutien. Mais globalement, c'est surtout la cassure des 5,70 € là qui donnera le là. Au niveau de la Tocqueware, même chose. Le là est donné si on arrive à se remettre au-dessus des 53-55 centimes d'euros. Au niveau de la LVMH, c'est ce que je vous disais, c'est toujours haussier, mais attention à la faiblesse globalement. On le voit là en repassant en dessous des 700 €. Pour moi, on est en train d'acter un petit peu une faiblesse. Alors ça reste toujours haussier, hein. Il ne faut pas croire que ça se craque du jour au lendemain, bien entendu. Mais voilà, c'est du zigzag. On valide les zigzags et quand vous êtes les plus fortes pondérations sur le luxe, voilà, il faut savoir que votre CAC 40 sera impacté. Donc là, ce qui va nous intéresser, voilà, au niveau pétrole, ça continue de bien fonctionner. Donc Morel et Probe continue d'essayer d'aller casser et passer ces résistances. Au niveau de Nacon, par contre, là, il n'y a plus grand-chose, hein. Au niveau des petites capes, il y en a certaines qui fonctionnent très bien, mais qui étaient déjà dans des belles tendances. Là, ça fonctionne un petit peu moins bien, tant qu'on ne passera pas au-dessus des 5,50 €. Energy Group, là, vous avez un bon fonctionnement. On voit, on a eu la cassure, le retournement qui s'acte. Donc ça y est, ça faisait 2 ans hein, qu'on parlait du côté value de Energy, le marché semble la reconnaître. Côté value de Antex, c'est la même chose, hein, la résilience est en train de revenir sur Antex. Il faudra valider, bien entendu, il ne faudra pas recasser par le bas ici, mais si on arrive à tenir la zone des 7 €, ça serait plutôt positif, et après il faudra essayer de sortir par le haut et de continuer de construire, parce que la route est encore bien entendu longue, avant de pouvoir dire retournement moindre risque, hein. Là on est avant tout sur des constructions de fin d'hémorragie, on tente de construire des fins d'hémorragie. Orange donc continue en mode exponentiel, là aussi il faudra bien à un moment donné consolider cette hausse, mais pour autant ça n'altérera pas la tendance haussière. Prosus, beaucoup de gens jurent par Prosus, etc. À titre personnel, je resterai quand même prudent tant qu'on reste sous cette zone des 74 €, puisqu'on reste dans le bas de la figure, qui peut toujours être cassé par le bas avec pullback. Donc voilà, il ne faut pas omettre également la possibilité que certes, c'est peut-être une belle valeur, c'est peut-être un beau dossier, c'est peut-être pas cher, et ça peut devenir moins cher, donc on regarde le graphique un petit peu pour un peu plus de timing à ce stade-là. Donc on est plutôt dans la congestion, en train de sortir par le bas. Quantum Genomics, ça continue de se chercher, je ne vois pas grand-chose à jouer tant qu'on ne dépassera pas les 4,40 €. Au niveau de Renault, ça reste propre à ce stade-là. Voilà, on ne gagne pas des 100 et des 1000, mais le portefeuille est protégé globalement, la position est protégée et reste en retournement haussier de moyen terme. Ruby également, on continue d'acter son retournement. On avait cassé une petite congestion ici par le haut. Derrière, on fait le gap, on fait une mèche là sur une des résistances, les 32,30 €, 32,50 €. Et dorénavant, on est en train de consolider cette hausse. Mais voilà, globalement, hop, on se met un petit peu comme ceci, sur cette zone de support. Et là aussi, on est en train d'acter une tentative de retournement, mais qui aura besoin de construction aussi. Il ne faut pas omettre que les choses ne se font pas en ligne droite. Vous avez aussi des constructions. Sanofi, ça reste propre à ce stade-là. Haussier propre. Sartorius, valeur de croissance, là aussi, même, on l'a vu, même s'ils ont rehaussé encore leur perspective de chiffre d'affaires, etc. Vous voyez,
le marché s'en fout. Donc on est bel et bien dans des changements de paradigme et il faut attendre que le marché nous donne des indications qui nous prouvent qu'il est en train de revenir sur les valeurs de croissance. Et là, à ce stade-là, il nous a plutôt fait un petit rebond technique, mais quand on voit la baisse, ce rebond technique, c'était à voir comme une faiblesse. Et donc éventuellement, il nous fait une tentative là de relance. Ou alors, s'il arrive à stagner dans cette zone-là, il faudra voir éventuellement à se dire le marché nous construit quelque chose d'autre avec une autre figure de congestion qu'il faut identifier. Mais pour l'instant, c'est pas très clair. SMCP, là, la figure est plutôt claire, donc on est en train de continuer dans la congestion et il faudra voir si on est dans la capacité d'en sortir par le haut. La congestion est plutôt claire sur solution 30 également. Là aussi, l'oblique a cassé par le haut pour donner un signal de retournement de la tendance. Sur Technicolor, c'est la même chose, hein, casser la zone des 2,95, 3 euros pour donner un bon signal. Au niveau de Technip Energy, c'est la même idée, on est dans une congestion, c'est toujours les 14,80 euros pour arrondir qui doivent être cassés par le haut. Je vous montre Tilray Brands parce que ça, c'est typiquement aux US, les petites capes US qui sont fait démonter depuis des mois, vous voyez, ça date pas d'hier. Ça se fait démonter, et puis là, vous voyez, vous avez des rebonds en deux étapes, et c'est pas des petits rebonds, hein, c'est des rebonds de 30-40% quand même, sur les plus bas. Alors certes, pour celles et ceux qui sont scotchés, ça leur fait une belle jambe, mais toujours est-il, voilà, c'est ça pour moi qui va m'intéresser dans ces prochaines semaines. Au-delà du Nasdaq et de tout ce qu'on a vu, de la fragilité peut-être sur des grosses capes, c'est ces petites capes. Alors là, il faut considérer que c'est du rebond technique. C'est du rebond technique, certes très fort, 30-40%, c'est très juteux, mais à prendre au prorata de la baisse que vous avez prise dans la figure, c'est rien. Et donc, ça ne remet absolument pas en cause votre tendance baissière. Donc, il y a fort à parier qu'à un moment donné ou à un autre, ça va consolider la baisse et congestionner. Donc, deux choix. Soit vous recassez tout par le bas et vous repartez en tendance baissière, et puis là, voilà, on part en vacances, hein, on part à la pêche, si on ne fait pas de la vente à découvert, globalement on attendra la suite avant de retrouver des configurations qui nous intéressent, ou on consolide mais on va tenir le support. Globalement, l'ancienne résistance qui devient support, c'est-à-dire cette zone aux alentours des 6,20 et des poussières. Et on arrive à tenir ça, et donc petit à petit, alors je le tracerai peut-être mieux, mais on arrive à valider une figure de congestion. Et c'est là où ça va devenir intéressant. Parce que si on commence à avoir pas mal de petites capes, je ne parle pas juste d'une valeur, mais je parle de vraiment pas mal de capes comme ça qui sont faites massacrer, de valeurs de croissance qui sont faites massacrer déjà en anticipation par le marché depuis déjà plusieurs mois. Hein. Le marché ne s'est pas réveillé en début d'année pour jouer l'inflation, hein. C'est quelque chose qui est vraiment en lame de fond depuis un long moment. Et bien si on commence à construire là, et qu'on arrive à en sortir par le haut, alors certes, je ne vous parle pas que toutes ces valeurs-là vont retrouver des tendances haussières, on en est très loin, mais on peut acter des retournements plus moyen terme. Donc certes, on restera dans une tendance baissière de fond, mais on peut avoir des poussées, et c'est ça, globalement, où on peut se dire, quand je commence à avoir pas mal de valeurs qui commencent à être dans la même dynamique, et qui commencent à me donner des signaux de on se retourne et on joue, la temporisation, c'est que éventuellement mon marché aussi globalement sur son aspect oh mon Dieu l'inflation, oh mon Dieu la montée des taux, commence à me donner des indications que le marché n'est pas tout noir quand même et qu'il avait déjà anticipé ça et que là potentiellement il est en train d'anticiper qu'on est plus proche entre guillemets de la fin de ces arguments-là et de ce prétexte-là pour faire chuter les valeurs de croissance. Peut-être qu'il y en aura un autre plus tard, que c'est le manque de croissance, la croissance mode, tout ce que vous voulez, mais qu'on va jouer une temporisation. Une temporisation qui dure quelques séances, quelques semaines, c'est la sortie de cette figure-là qui nous l'indiquera. Total Energy également, ça continue d'être haussier, et heureusement qu'on a Total sur le CAC 40 pour garder la ligne au-dessus de l'eau, mais voilà, là aussi, il ne faut pas négliger que même si la tendance va rester haussière, à un moment donné ou à un autre, éventuellement, Total va vouloir un petit peu reprendre son souffle et consolider. Et donc là aussi, c'est de vous dire que ça peut avoir un impact sur mon CAC 40, qui peut à un moment donné tirer la tronche, mais il faudra que je continue d'être sélectif, et il faudra que je continue d'aller regarder valeur par valeur, parce que j'aurai encore des valeurs qui seront plus résilientes et qui surperformeront. C'est ça qui va nous intéresser, donc un marché qui est plus sélectif, où l'investisseur passif, finalement, va sous-performer l'investisseur beaucoup plus actif, contrairement à toutes ces dernières années. Au niveau de Unibail,
Là aussi, on a un signal intéressant, donc on a une bonne poussée, on est en train de revenir là sur l'oblique qui sert dorénavant de support, donc éventuellement pour acter le retournement. Donc on voit les foncières également, et là les foncières commerciales, c'est pas rien, on est en train de revenir dessus. Donc les équipementiers auto également comme Valeo, alors ça zigzague plutôt pas mal, mais on continue de construire des figures de congestion. Alors encore faut-il les casser par le haut, mais ça se regarde, c'est intéressant, tant que ça casse pas par le bas évidemment. Valorex c'est comme CGG, c'est pour l'instant en train de se chercher un petit peu, mais si on arrive à redépasser, vous voyez, cette zone des 8,20, 8,50, on se remet dans des dispositions pour jouer le retournement et donc continuer d'accès de la force à ces parapétrolières. Verimatrix, là je dirais, il faut vraiment dépasser la zone des 1,20 pour se remettre un petit peu dans des dispositions pour essayer de breaker cette oblique. Voilà. Pour l'instant, c'est un petit peu prématuré. Et Worldline est une news de vente également, qui fait qu'on a eu pas mal de volume aujourd'hui et une tentative de sortie par le haut. Voilà, on peut commencer à tracer comme ceci. Bref, il y a encore énormément de boulot sur cette valeur-là, mais on a éventuellement une congestion qui se met en place. Si on revient sur les 44 euros, c'est pas 44 euros, 44,60 euros. Je prendrai peut-être une position là-dessus. Parce que je la jouerais en mode Athos, hein, c'est-à-dire c'est la tendance baissière, mais voilà, c'est des valeurs de croissance, mais qui deviennent un petit peu value par la force des choses. Alors certes, la route risque éventuellement de continuer d'être longue, mais il peut y avoir quand même pas mal de fluctuations qui peuvent rester intéressantes d'un point de vue trading. Voilà ce qu'on pouvait dire cette semaine, en essayant, j'essaye d'être le plus synthétique, mais le plus complet possible également, parce qu'évidemment, certaines personnes regardent toutes les vidéos, donc c'est finalement de la réécoute, mais c'est pas plus mal aussi pour fixer les idées, et d'autres personnes débarquent sur ces vidéos-là en premier lieu, donc voilà, si je vais plus vite sur certaines choses que d'autres, ils sont largués. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end, n'oubliez pas donc de mettre des pouces en l'air à la vidéo, de la partager également avec vos amis, avec d'autres investisseurs que ça peut éventuellement aider. Voilà, et puis moi, ça continue de me faire plaisir de voir vos messages dans les commentaires. Je vous remercie d'avance, c'est motivant, ça me fait voir que voilà, ce travail peut aider, et donc je continue à le faire. Excellent week-end à vous, les graphes, et à lundi donc pour de nouvelles aventures boursières. Salut!